Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. بداية أشكر جميع الإخوة المنظمين لهذه الندوة الدولية، خصوصا اللجنة العلمية واللجنة التنظيمية، وأشكر كذلك جميع الحضور. Donc, sans tarder, j'en viens directement au cœur de mon sujet. Comme vous le voyez, ma communication s'intitule « La théorisation de la connaissance dans la période formatrice du Kalam et son articulation avec la théorisation de l'argumentation dialectique ». C'est une communication qui s'articule autour de 3 points. D'abord, la problématisation et les 2 axes qui en découlent. Pour la problématisation, donc, dans le Kalam, la connaissance a été considérée comme synonyme de vérité et de certitude. Or, la vérité étant liée au salut éternel, les questions épistémologiques revêtaient une importance capitale dans le système théologique. Il est aisé de constater qu'à partir du XIe siècle, c'est-à-dire 5e siècle de l'Hégire, l'exploration des problèmes liés à la connaissance dans les premières pages des textes du Kalam devient une pratique quasi systématique. À l'image de bien d'autres questions, la théorie de la connaissance a suivi sa propre évolution avant de se stabiliser. Ainsi, des spécialistes ont cherché à connaître les différentes étapes de son élaboration. Dans son The Muslim Creed, paru en 1933, Aaron Wensecht identifie le théologien acharite et juriste shafi'ite Abdul Qahir al-Baghdadi comme le premier à avoir théorisé les sources de la connaissance. Il déclare, je cite, donc j'ouvre les guillemets, "To our knowledge, al-Baghdadi was the first to give an exposition of the roots of knowledge, which was taken over by his successors." En 1995, Mustafa Sirik conteste la thèse de Wensecht et désigne le fondateur éponyme du maturidisme, Aboul Mansour al-Maturidi, comme le premier à avoir théorisé la connaissance. Et il affirme avec force, al-Maturidi, je cite, was the first Sunnite mutakallim who made a serious attempt to work out an original systematic theory of Islamic theological knowledge. Mais en réalité, ni al-Baghdadi, ni al-Maturidi, ni même al-Ash'ari ne sont pas à l'origine de la théorie de la connaissance. Il s'agit d'une tradition de longue date qui ne cessait pas de se développer au fil des siècles. Donc, ce travail vise donc d'une part à retracer le développement de cette pratique au cours des 8e et 9e siècles et d'autre part à mettre en exergue le lien indissociable entre la théorie de la connaissance et la théorie de l'argumentation dialectique. Le premier point que je vais aborder, c'est la théorie de la connaissance à la seconde moitié du 2e, donc 8e siècle, et à la première moitié du 3e, 9e siècle. Pour retracer l'évolution de la théorie de la connaissance durant cette période, j'ai analysé un corpus de 3 textes rédigés par des auteurs appartenant à des courants théologiques résolument différents. Il s'agit d'Abdullah ben Yazid al-Fazari, une figure de proue de l'ibadisme, et Dirar ibn Amr al-Ghatafani, un ex-mu'tazilite, en tout cas selon les sources mu'tazilites tardives, et enfin l'homme de lettres dont la pensée théologique a été abordée, il me semble, ce matin, Abu Uthman Amr ibn Bahr al-Jahiz. Alors, l'examen du texte d'Al-Fazari, récemment découvert et édité, donc édité pour la première fois en 2021,
permet de constater une certaine continuité avec les traités du kalam classique en ce qui concerne les problèmes liés à la connaissance. Les trois sources de la connaissance, à savoir al-hiss, wal-khabar, wal-istidlal, données ici par le théologien maturidi Abou Yusr al-Pasdawi, chez quasi identifiable chez Abdullah ben Yazid al-Fazari, avec al-qiyas, wal-hawas, mais aussi al-akhbar al-muttafiqa. Cependant, il faut noter que l'exploration de cette question dans la seconde moitié du 8e siècle restait relativement timide, vague et bien moins élaborée. Plusieurs aspects comme la définition de la connaissance, sa taxinomie ou encore sa hiérarchisation ne sont pas abordés. Au 9e siècle, la réflexion sur la connaissance se poursuit avec de nouvelles interrogations. Outre les questions de ces sources, l'essence et la nature de la connaissance, sa classification et le critérium de la vérité deviennent des objets de débat passionnés. Prenons un exemple pour illustrer le lien étroit entre ces discussions et la théorie développée dans les textes du 10e et 11e siècle. Dans ses Rasaïl, Al-Jahiz s'attache à battre en brèche la vision de son maître An-Nabbam, que Fedor Benevich qualifie dans Knowledge as a Mental State de cardiocentrique. Selon cette conception, le critère de la connaissance réside dans la tranquillité du cœur, Sukoun al-Qalb. En critiquant son maître, Al-Jahiz souligne walaysa sukoun al-qalbi wa thiqatuhu alamatan lil haqq. Donc ainsi, il souligne que ce critère est totalement arbitraire et subjectif. Mais ce critérium formulé par Al-Jahiz ainsi que par An-Nabbam, ainsi que les critiques d'Al-Jahiz ont profondément influencé les débats ultérieurs. Les Bahchamites, c'est-à-dire les adeptes d'Abu Hashim al-Jubba'i, comme Qadi Abdul Jabbar, intègrent le critère de Sukoun al-Nafs dans leur définition de la connaissance. Abdul Jabbar dit d'al-ilm innahu i'tiqadu ash-shay'i ala ma huwa bihi ma'a Sukoun al-Nafs. Mais ce qui est particulièrement remarquable dans leur démarche, c'est qu'ils citaient nommément Al-Jahiz pour réfuter ces objections, mais ils n'attribuaient jamais l'origine du critère de la connaissance à An-Nabbam. De leur côté, les Ash'arites reprenaient les objections d'Al-Jahiz sans jamais les lui attribuer. J'aborde donc le troisième et dernier question. Le débat sur les sources de la connaissance et son articulation avec la théorie de la dialectique. L'autorité épistémologique des trois sources de la connaissance que nous avons déjà vues, c'est-à-dire la perception sensible, l'information et le raisonnement, était sujette à caution. Certains sceptiques rejetaient l'ensemble ou une partie de ces sources. Les Mutakallimoun citaient fréquemment trois groupes sceptiques: les soufistes, as-Soufas-Ta'iyya, les Barahima et as-Soumaniya. Le débat parmi les chercheurs sur la réalité historique de ces groupes et sur l'authenticité des doctrines qui leur sont été attribuées demeure d'actualité. Je me concentre ici uniquement sur les sophistes afin de mettre en lumière l'articulation entre la théorie de la connaissance et la théorie de la dialectique. La figure traditionnelle du sophiste, dépeinte comme un pseudo-philosophe, s'est imposée depuis Platon en passant par Aristote. La philosophe française Barbara Cassin note que la confusion historique qui entoure le phénomène des sophistes dans la tradition grecque est essentiellement liée au problème de transmission. Il me semble que dans le Kalam, le même problème de transmission se soit produit, car le philosophe péripatétien Abu Nasr al-Farabi éreintait la version des Mutakallimoun selon laquelle les sophistes s'associent à un personnage grec nommé As-Soufasla, ce qui va donner As-Soufas-Ta'iyya, qui prétendait que les choses n'ont pas d'existence réelle. Mais pour construire un cadre dialogique efficace, Abdul Qahir al-Baghdadi divise dans son traité de théorie de la dialectique
عيار النظر في علم الجدل, récemment découvert et édité aussi, a été édité pour la première fois en 2019, les sophistes en 4 courants. Le premier... Docteur, il vous reste 3 minutes. Oui. Alors, le premier groupe suspend tout jugement, ou le premier groupe postule un scepticisme radical. Il nie la possibilité de la connaissance, tandis que le deuxième groupe suspend tout jugement positif, affirmant qu'il est impossible de savoir si les choses ont ou non une réalité. Les Mutakalimoun refusaient de débattre avec ces deux groupes, estimant qu'un tel scepticisme va à l'encontre même du principe du débat. Discuter avec quelqu'un qui nie la possibilité de connaître ou en doute n'est qu'un jeu à somme nulle. Le troisième groupe correspond au scepticisme relativiste qui consiste à nier l'existence d'une réalité objective. La réalité des choses dépend de la